Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur notre édition de Allen TV on the Air. Au niveau politique, pas grand-chose vraiment à souligner dans le pays d'Haïti, puisque c'est pratiquement la Coupe du Monde qui devrait la chronique qu'on pose en politique, même au niveau de l'activité dans les rues de Port-au-Prince. Toute organisation font camper. Il y a tant que trêve mondiale là fini, mais entre-temps, bandits n'ont pas chômé, ils continuent à kidnapper, ils continuent à tuer les gens dans le pays. Au niveau de l'activité la police, ils semblent continuer à traquer bandits. Focus actualité, c'est surtout en République dominicaine, côté que Dominicains continuent à pas expulser compatriotes en situation irrégulière en République dominicaine. Selon un rapport GAR, gagné pour ces derniers temps, plus passé 20 000 compatriotes qui déportés dans le pays d'Haïti dans conditions tout à fait infrahumaines. Il y a une femme enceinte qui était à l'accoucher, il y a une femme qui finit d'accoucher aussi pareil de petit bébé. Il y a un jeune monde, il y a un petit monde qui est expulsé et ça a sauvé tout. Mais concrètement, nous sommes la semaine dernière de UNICEF qui était levé voile dans la question. Il y a une commission interaméricaine de droits monde qui pour réfléchir sur la question. D'après ça, il y a un diplomate fait nous connaître. Mais pendant le week-end, vendredi et samedi, il y a une délégation gouvernementale qui était à négocier avec les protestataires de Ouanamet pour rejoindre une trêve pour rouvrir zone frontalière là qui était fermée pendant une semaine. Alors, délégation ça, a gagné la dernière, M. Paul-Henri Voltaire, directeur de cabinet de Premier ministre Ariel Henry et directeur général de FAES. Il était accompagné tout de M. Jean-Nego Bonheur, qui est directeur ONM, Office national de la migration, et différents autres responsables avec tout. Il y a un contingent de policiers. Délégation ça, pendant 2 jours, tu as parlé avec les protestataires de façon pour joindre une trêve sous réouverture et barrière là. Mais pour protestataires pas d'accord puisque tu d'abord excusé, demandé que le maire de Dahabong t'ait fait des excuses publiques parce que il était dérespecté haïtien en déclaration que tu fait ensuite. Il pensait tout faut que tu as gagné une position ferme du gouvernement haïtien. Ça pas de fait, devine un véritable désordre, une véritable tension finalement. D'après la population dans la zone Nantes, il y a gagné des contrebandiers ensemble avec complicité délégation Sahara qui était forcé barrière dans samedi soir et il a été écrasé. C'est à cause de présence agent douanier qui était venu récamper barrière. Qui donc depuis dimanche jusqu'à jeudi, mardi, barrière est ouverte et nous ça fait grande ligne dans le journal dominicain du Diario. Donc barrière de relouvrir la grande satisfaction des commerçants dominicains et haïtiens tout puisque le mouvement n'est pas le fait tout à fait unanimité bon côté commerçants haïtiens yo. Sur la question de crise entre Haïti et la République dominicaine, c'est important pour nous essayer de comprendre le contexte général de la situation. Ça fait qu'à tout moment, les ressurgit. Nous avons parlé avec un ancien diplomate, c'est M. Edwin Parison, qui était ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, il était ambassadeur, il était consul en République dominicaine, il compte dossier à bien avec un contexte général qui fait que toute tension entre Haïti et la République dominicaine. Pour me répondre à une question, je dit premièrement, il faut que nous connaissions que la question haïtienne est une question éminemment politique en République dominicaine. Donc, pour parler d'Haïti, ça rentre dans l'agenda politique, ça rentre dans l'agenda électoral. Donc, différents acteurs politiques, yo kembe et dossier haïtien et pour être capable soit chercher vote ou bien soit attaquer un gouvernement ou bien attaquer un compétiteur électoral. Donc ça, faut que nous clair sous lui, c'est comme aux États-Unis, la question migratoire, sont question hautement politique et hautement électorale, donc c'est qu'on s'allie tout en République dominicaine. Maintenant, et 2 pays ont passé par des situations conflictuelles et depuis le passé historique. Ouais, nous on est très bien que la République dominicaine, c'est le seul pays de l'Amérique latine à avoir pris son indépendance face à un autre pays de la région. Ouais, ou pas gain expérience ça et n'a aucun autre côté dans l'Amérique latine. Sinon, dans toute l'Amérique latine, les pays yo bataille contre des puissances colonialistes. Et nous connaissons très bien dans le contexte que jeune République d'Haïti en tape vive en 1804
pour nos dirigeants, pour nos ancêtres, et à l'époque, il était stratégiquement important contrôler toute l'île. Et il n'est pas en question, je dirais, impérialiste. Il était beaucoup plus en question stratégique de défense de la jeune République. Parce que tu es toujours gagné une sorte de menace de retour des Français. Donc, si nous pas mettons la situation ça, dans le contexte, donc bien souvent, nous voyons que, et particulièrement en République dominicaine, il y a pile, et par en pile, il y a pile réaction qui voulait faire quoi que Haïti toujours voulait dominer la partie orientale zilée. Et c'est une raison qui fait que je dis, et il y a des secteurs, et particulièrement secteurs ultranationalistes, même gens qu'aux États-Unis, ou joignent des secteurs comme le Tea Party, ou joignent des secteurs anti-immigrants. Donc, en République dominicaine, ou joignent des secteurs qui ne sont pas favorables non plus à l'immigration haïtienne. Et ils ont transformé l'immigration ça en une nouvelle invasion. Il y aurait l'invasion pacifique. Donc, ils n'ont pas considéré les facteurs socio-économiques qui peuvent expliquer les flux migratoires et des flux migratoires globaux. Sinon, il y aurait que l'immigration haïtienne représente un danger à la souveraineté nationale, représente une menace même sur le plan sanitaire. Donc, l'autre des discours comme ça, face à un groupe bien déterminé et de personnes, est obligé de démontrer à secteur ultranationaliste qu'il a contrôlé l'immigration. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous venons tomber et dans le temps ça là et dans l'actuel contexte là. Avant nous aller plus loin, ambassadeur Edwin Paraison, ou t'es ambassadeur, ou t'es consul général, ou t'es ministre, ou t'es ancien ministre des Haïtiens à l'étranger, qui jalon que t'es posé entre deux pays pour essayer de résoudre, mais contourner ces problèmes qui sont récurrents? Yeah. En 1999, nous gagnons un instrument que nous signons, décembre 1999. Entre Haïti et la République dominicaine, gagnons un protocole d'entente que nous signons sur la question des rapatriements. Donc, instrument ça, il définit très clairement dans quelles conditions que le rapatriement doit être fait, à qui l'heure, qui joue et qui rôle chacune des deux parties, qui rôle l'autorité dominicaine, qui rôle l'autorité haïtienne. Donc, nous retrouvons nous journée aujourd'hui là que cet instrument, cette entente, ou bien ce protocole d'entente, eh bien, il faut que nous admettions que il y a une clause là-dedans que les deux parties pas respecter. Parce que si nous prenons partie haïtienne, t'es engagé lors de la signature et que moi-même j'étais là, j'étais participé là-dedans, et partie haïtienne t'es engagé pour prendre toutes les mesures nécessaires, qui nier tout fait ça. Alors qu'il y a un monitoring de la part des associations de la société civile comme le GAR du côté haïtien, l'UNICEF prononce le tout, parce que dans le genre de rapatriement, où nous venons gagner rapatriement, séparation de famille. Monsieur Paraison, dans quel moment Abinader fait switch ça? Je fais plusieurs interviews avec vous via Zoom avant même que Abinader t'ait installé, ou t'es pas de l'ensemble d'ouverture que t'es fait sur Haïti. Je parle avec Jean-Michel Kawa, que probablement connaît notre bois, qui connaît la réalité ça très bien. Il dit moi que t'es gagné une meilleure disposition au niveau ni de campagne, ni de discours inaugural Abinader pour te gagner une meilleure coopération avec Haïti. Dans quel moment suite ça a fait? Dans quel moment que il dans le livre Hitler, l'aller dans fouiller dans Trouillot ou bien dans Balaguer pour venir avec attitude raciste ça? Pratiquement xénophobe par rapport à Haïtiens. Bon, on dit que après près de 20 ans de gestion du PLD, le Parti de la Libération Dominicaine, et t'es venu une certaine fatigue naturelle. Et nous, tout le monde t'a souhaité effectivement que bon changement. D'ailleurs, le slogan principal du PRM, le Parti révolutionnaire moderne, c'était le changement. Cambio, changement. Donc, nous attendons tout que tu as gagné un changement au niveau de la gestion de la question migratoire et même de la gestion des rapports entre Haïti et la République dominicaine. Surtout que nous lit la politique générale
des principaux candidats lors des élections, lors de la campagne, tout le monde a considéré que la politique définie face à Haïti du PRM, de l'actuel parti officiel, c'était la politique, je dirais, la plus avantageuse et de bonnes relations entre Haïti et la République dominicaine. Donc, c'est peut-être ça, nous attendons à ce que, eh bien, après un changement réel. Il y a deux autres éléments. Le premier, c'est que la famille Abinader, et c'est son famille produit de la migration. Et le président Abinader, monsieur, notre troisième génération d'immigrants libanais qui arrivaient en République dominicaine. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui vivent en chair propre la question migratoire. Et puis, le deuxième élément, à monsieur Abinader comme président de la République, avant même d'être président, il y a des liens avec Haïti, des liens à travers de compagnies et d'exportation de ciment, il y a des liens à travers de l'université, famille, l'université qui est l'OIM, et à cette université, il y a toujours gagné des étudiants haïtiens. Nous parlons plus loin. À cette université, c'est des Haïtiens qui formaient l'équipe de football, première équipe de football que l'université ça gagne, c'est nous autres les Haïtiens, c'est des étudiants haïtiens qui forment. Et c'est une équipe réellement très performante, comme nous connaissons que les Haïtiens toujours passionnés pour le football. Donc, tout lien ça fait nous espérer que tu as gagner un changement dans la gestion, mais jusqu'à présent, et je dirais, changement ça, nous ne pouvons pas sentir. De toute façon, et pour nous autres à la Fondation Zile, ce qui est important, c'est que même lors des deux pays en conflit, la diplomatie doit continuer à travailler activement pour que les situations qui provoquent les conflits disparaissent. Et deux, la société civile des deux pays, et dans ce cas, entre Haïti et la République dominicaine, les organisations de la société civile qui promouvoient la solidarité entre les deux peuples, organisations ça, sont très actifs, ni du côté dominicain, ni du côté haïtien. Bon, on a toujours continué Cosmano avec M. Edwin Paraison de Fondation Zile. Nous sommes dans un premier temps contexte général qui fait que, eh bien, toute une tension entre Haïti et la République via la frontière sous question migrants. Il parlait tout de violation par les deux pays de protocole et d'accord qui était signé en 1999 qui permettent que réguler déportation. Maintenant, quelle devrait être la réponse haïtienne qui positionne Haïti t'a doué pro, d'après diplomate maintenant, il faut qu'Haïti t'a chita sous des programmes tout à fait institutionnels, permettre que la Commission américaine doit entrer dans la question, mais les questions au niveau diplomatique, pour qu'il y ait un véritable dialogue avec appui de l'international. On suit les commentaires de Edwin Paraison. Moi, je pense que Haïti est en situation de faiblesse. Sur le plan diplomatique, Haïti est en situation de faiblesse. Et même sur le plan politique. Les actuels dirigeants négocient beaucoup plus. Il y a bataille pour leur survie politique que il y a bataille pour, je dirais, défendre les intérêts d'Haïti en dehors du territoire national. Je ne crois pas que pour l'instant, la priorité pour l'actuelle équipe au pouvoir, c'est le problème haïtien en République dominicaine. Mais cependant, et n'a partagé un petit territoire insulaire avec un pays voisin, qui est un pays ami, qui est un pays frère, qui est un pays qui, à des moments déterminés, compte démontrer, je dirais, solidarité. Nous pas qu'à nier le fait que la République dominicaine, c'est le premier pays qui nous a tendu la main en 2010 lors du tremblement de terre. République dominicaine, il faut quand même souligner que, et de façon spontanée, c'est la population civile dominicaine qui était les premiers arrivés. Ensuite, l'État dominicain vient structurer aide que nous connaissons, qui seront aides généreuses et puis avec, je dirais, et tout effort que vous faites au niveau international pour que l'international ait fini par démontrer un certain intérêt sur la situation. Donc,
ce que nous-mêmes nous croyons, 1, 2, 3, 4, que le gouvernement doit faire, premièrement, c'était de convoquer un dialogue rapide avec la partie dominicaine sur la question. Et Gombaga que nous dit là déjà, Patrick, c'est prendre comme référence le protocole signé en 1999. Ou une situation, premièrement, côté que ça son bagage qui vient compliquer si me en place nèg yo bagage qui vient compliquer la vie parce que ma bataille pour suivre mais qu'on y a là et pays voisins viennent ban mon autre problème. Donc et me pas qu'à gérer problème ça. Donc c'est rapidement provoquer une rencontre bilatérale pour voir la situation et regarder comment n'a gérer li. Deuxièmement, c'est impliquer les organismes internationaux qui viennent pour avec la question migratoire. Vous conseillez des organismes internationaux comme l'OIM, qui est un organisme de la communauté internationale et qui est capable de porter et contributionner. Il y a l'ACNUR et c'est des organismes du système des Nations Unies qui sont capables de porter contribution. Donc rapidement, c'est contacter et puis voir avec l'organisme et comment on a géré la situation. Mais le plus, je dirais, le plus élémental, le plus élémentaire, le plus fondamental, c'est le dialogue diplomatique rapide avec la République dominicaine. Ambassadeur Edwin Paraison, ce n'est pas la première fois que Dominicains a expulsé les Haïtiens. Moi, mon expérience pas moi, me songeais en 91, après le discours de Jean-Baptiste Aristide aux Nations Unies, côté que il a dénoncé l'esclavage moderne qu'il a pratiqué en République dominicaine. Après la sortie du film Canamer au Canada, après la sortie du film Amy Serrano de Sugar Babies, Les enfants du sucre, Dominique n'est pas content. Ils étaient voués haïtiens, retournés par paquet, mais l'environnement est différent. Il y a une solidarité, même locale, pour accueillir les haïtiens. Cette fois-ci, c'est fait avec un peu de sauvagerie, avec un peu de violence, et on senti qu'il y a une sorte de débordement là-dedans. Maintenant, ça revient à poser la question, quelle est la responsabilité de l'élite haïtienne dans cette misère du peuple haïtien? Et Frantz Fanon a dit, les damnés de la terre, nous avons une élite qui n'a pas produit rien dans le pays, mais nous avons tout qu'à l'investir gros en République dominicaine. Est-ce que ça permet nous dans une situation pour nous dire ça que c'est notre faute, c'est notre faute, c'est notre très grande faute? Bon, justement, nous dit oui et non. Oui, parce que pendant les dernières années, nous faisons le constat d'un manque de vision. Un manque de vision, tant de nos dirigeants politiques, concours des élites, toutes les élites confondues, et leur comparer évolution de sociétés, la société haïtienne et la société dominicaine. Et non, parce que la question migratoire, et nous te dit tout à l'heure là, c'est quand même une question globale. Et soit prend des pays, je dirais, à économie un petit peu plus forte même qu'Haïti. Et le Mexique qui a fait 30 fois, 35 fois l'économie haïtienne, on a regardé la quantité des flux migratoires mexicains vers les États-Unis chaque jour. Et si on regarde ça que nous appelons les caravanes migratoires. Les caravanes migratoires sont un phénomène qui surgit pendant les 10 dernières années côté des pays de l'Amérique centrale, Salvador, Guatemala, ils ont organisé, c'est des milliers de monde qui traversent différents territoires pour arriver vers les États-Unis. Donc, dans ce cadre-là, l'offre en migration, dans un contexte global, et donc, où est que, et même la République dominicaine, que nous t'ai dit tout à l'heure là, où est que, il y a une partie de nos populations dans les différents pays qui pas bénéficié de la croissance économique de ces pays-là. Et soit comparer la croissance économique dominicaine à la croissance économique haïtienne, eh bien, experts en économie, ils parlent de croissance macroéconomique qui pas arriver réellement vers les couches les plus défavorisées de nos populations. Donc, c'est ça qui provoquait que flux migratoire ça yo continue. Non pays, côté même président de la République n'a pas arrivé à bénéficier de la protection de l'État. Donc, pour le citoyen commun, c'est encore beaucoup plus préoccupant. Donc, c'est ça qui fait que moun yo quitté le pays. Mais, dans tout ça que nous avons dit là, il faut que nous comprenions que la main-d'œuvre haïtienne reste incontournable pour l'économie dominicaine. Cette croissance connue
par la République dominicaine, en grande partie, les doués à l'usage intensif de la main-d'œuvre haïtienne. Donc, dans le cadre de ça, si nous avons des dirigeants qui sont capables effectivement de faire de bonnes négociations diplomatiques avec la République dominicaine, nous sommes capables de faire comprendre le rôle aussi prépondérant que main-d'œuvre haïtienne a joué pour qu'il y ait un traitement beaucoup plus approprié de la part des autorités dominicaines. Nous insistons pour nous dire que personne n'a questionné le droit souverain de la République dominicaine de contrôler la migration. Cependant, nous pas qu'à non plus fléchir dans la bataille que nous avons fait pour le respect de la dignité humaine, pour le respect des droits de nos compatriotes. L'aime prend les oligarques, l'aime prend la classe possédante. C'est les gens qui partent qui étaient Haïti, Dominicaine, c'est mieux de la chercher. Mais si devient mieux ça au niveau local, développement agricole et industrie touristique qui a fonctionné, même job là le fond mécanique, pas la besoin de faire. Donc même c'est là de responsabiliser l'État haïtien, non, qui pas progressif, alors qu'il y a investi gros de bois en République dominicaine. Oui, alors là, il ne s'agit pas de l'État, il s'agit du secteur privé, ouais, qui a investi, et nous connaissons, ouais, et n'a pas les d'investissement qui dépasse le milliard de dollars déjà, et ça depuis plus de 15 ans. C'est une étude que la Fondation Sciences et Arts de l'ancien ambassadeur au CCU était fait, et depuis plus de 15 ans, et nous avons dépassé 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars et qui est divisé entre investissement direct dans des champs bien déterminés. Mais tout ça, il y a un élément important à souligner. C'est que les investisseurs, ils n'ont pas de nationalité. Et si on prend l'exemple de Carlos Slim, le Mexicain, jusqu'à présent, on a dit que Carlos Slim t'a préféré investir tout l'argent au Mexique pour t'aider pour que les Mexicains parlent aux États-Unis. C'est priorité, monsieur. Priorité, monsieur, c'est augmenter capacité financière. Donc, là, dans le pays, côté l'ouest, que fortune n'y qu'à croître. Les investisseurs haïtiens, ils pensent même genre tout. Donc, nous avons pas de sécurité juridique. Et en pile fois, pas de sécurité juridique pour certains investissements. Ils ont commencé à souffrir cette question de kidnapping. Et malheureusement pour nous, les gangs qui ont surgi et qui ont évolué, ou bien qui ont évolué jusqu'à présent en Haïti, nous finissons par vérifier, c'est constater que gangs, malheureusement, ils ont certaines connexions au niveau du pouvoir. Donc si c'est comme ça que nous avons le pouvoir à gérer le pays, donc c'est tout normal que les investisseurs, je dis bon, on a payé ça là, je n'ai pas de sécurité juridique, je n'ai pas de sécurité pour bien, je vais traverser l'autre bois. Et je traverse l'autre bois parce que l'autre bois a beaucoup plus d'avantages. Et nous connaissons très bien, il y a des figures connues de l'élite économique haïtienne qui dit dans les réseaux sociaux, ils disent très clairement, Haïti météo dehors, actuellement République dominicaine ouvre porte pour eux, et l'heure ouvre porte pour eux, et il y a un président qui lui-même voulait vendre le pays comme destination pour les investissements, comme marché et pour différents produits. Donc ils ont rentré dans jouette là, parce que en premier lieu, il s'agit de leurs intérêts économiques. Même si on dit que vous pas de nationalité, même si tout que vous n'avez pas d'état d'âme par rapport à Jean dominicain avec ses compatriotes. Bon, l'effort pour nous dire que vous n'avez pas d'état d'âme, même, mais à pile fois, et moi vive l'expérience là, au niveau de la Fondation Zilé, au niveau d'autres organisations de la communauté. Et nous, c'est des activités communautaires qu'on a fait. Mais nous n'avons pas besoin de casser tête nous pour nous chercher un petit financement, 50 000 $, 100 000 $. Parce que nous avons des Haïtiens qui vivent dans la communauté qui sont capables facilement de financer des activités et démontrer une certaine préoccupation pour ça que la communauté a souffert. Ça fait des années que nous promouvons la création d'un fonds entrepreneurial avec les opérateurs économiques et commerciaux d'Haïti et de la République dominicaine.
Mais jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Alors, ça n'a pas marché parce que du côté haïtien, nous n'avons pas une culture ça, nous n'avons pas une culture du mécénat, nous n'avons pas une culture de la responsabilité sociale coopérative, nous n'avons pas une culture ça. Donc, c'est la même chose en République dominicaine. Nous ne pas recevoir appui acteurs économiques. Bon retour, vous êtes toujours sur Alain TV On The Air. Nous avons une édition spéciale sur le dossier entre Haïti et la République dominicaine. Il faut noter que le gouvernement prend une décision tout à fait laconique dans notre de presse. Eh bien, le gouvernement fait connaître que, eh bien, déplorer le fait qu'au niveau international, il y a un mauvais traitement qui a fait à compatriotes haïtiens, il condamner traitement honteux et inhumain qui ternit image en République dominicaine. D'après ça, notre là écrit, le gouvernement dit que l'État amène toujours chita dans le respect protocole d'accord qui était signé en 1999 sous procédure de rapatriement, justement, protocole d'accord que M. Edwin Paraison soit fait allusion dans un premier temps dans l'interview. Ça, faut qu'on dit que toujours sous question entre Haïti et la République dominicaine, M. Paraison fait connaître que il faut que moun pas fait amalgame entre sanctions américaines qui visaient le sucre dominicain par rapport à CRISA, puisque il y a un pile de rapports dans le passé qui t'ont montré que surtout dans la compagnie ça, Barahona, t'as gagné un ensemble de violations de droits travailleurs. T'as toujours fait déclaration au niveau international, par exemple, il y a des mesures et il croit que faut moun parcours, il faut un amalgame entre la décision américaine pour lui-même les camper sous affaire produits sucre en provenance de la République dominicaine par rapport à la crise qui a traversé entre Haïti et la République dominicaine par rapport à la déportation massive des Haïtiens. Nous t'ai parlé tout avec M. Paul Astin. Paul Astin, son diplomate de carrière qui vit entre le Canada et la République dominicaine. Avec lui, nous t'ai regardé qui ça expliquait que toujours il y a une tension entre Haïti et la République dominicaine. D'après Paul Astin, il y a des contradictions entre rapports de pays, il y a des bagages qui sont tout à fait étonnants, des réactions cachées. Et justement, c'est ça qui Potelli écrit un livre que il la danse de saltimbanque. Dans le livre ça, les bossés et bien profil gouvernement entre deux parties dans l'île là et d'après les mêmes, il y a toutes majoritairement des gouvernements corrompus. On a parlé avec l'ambassadeur Paul Astin. J'étais il y a à peine 15 jours avec un ex-président dominicain qui est mon ami. Il m'a dit, Paul, est-ce qu'on connaît 80% dominicains, ils ont un haïtien dans sang, ils ont caché. Ce qui est drôle, en République dominicaine, c'est pas un problème de noix à Tigouge. Puisque plus de 90% des Dominicains sont des Noirs. Donc, des fois, certains disent en Haïti, il y a plus de préjugés de couleur qu'en République dominicaine. Mais il y a un aspect tout que ils transmettent à peuple dominicain que Haïti était occupé, donc ils utilisaient l'histoire contre Haïti et pour qu'imber cette haine que les États nationalistes eux-mêmes ont apponné en République dominicaine. Donc l'histoire est vraiment important quand même. Bon, il y a et supposément quand Jean-Jacques Dessalines a envahi la République dominicaine, il y a eu la tuerie de Moka. Plus de 300 habitants qui se trouvaient à Moka, même dans une église catholique, ont été zigouillés par les troupes de Jean-Jacques Dessalines. Mais c'est le plus gros mensonge qui existe. À Moka, il y avait à peine 30 individus. Donc, c'est ce qu'un historien dominicain, un philosophe dominicain m'a dit. Paul, Léonidas Trouillot, qui était d'origine haïtienne, certains disent
qu'il est même né au Gonaïve. C'est lui qui a monté toute cette machine anti-haïtienne. Et nous allons voir ce qui s'est passé en 1937. Des milliers de nos frères ont été zigouillés, ont été massacrés, assassinés à coups de baïonnette par les soldats dominicains. Mais certains historiens m'ont dit, mais Trujillo est un descendant de Jean-Jacques Dessalines, puisque les chevaliers viennent de Jean-Jacques Dessalines. Donc certains disent qu'il était sous, voulant venger Jean-Jacques Dessalines. Il a donné l'ordre, craser Mounsayo. D'autres disent qu'il a reçu l'ordre des Américains pour commettre ce crime. Donc, ils ont même dit que Ajimani, Trujillo a construit une coquine caserne. Et parce que tout le temps l'habitué à la Port-au-Prince secrètement pour s'amuser. Malgré la tuerie de nos frères sur la frontière. Donc ce sont des relations extrêmement drôles. Par exemple, on a le président Guzman qui a épousé une Française haïtienne, Calan. Et son petit-neveu a un programme à Radio Métropole, presque tous les jours. D'accord, c'est lui qui donne des nouvelles de Radio Métropole, c'est le clan, c'est le neveu de Guzman. Donc nous sommes tellement liés. Quand il vient de vous dire que 80% du peuple dominicain m'a dit un président dominicain, il y a un haïtien. Donc, tellement de contradictions. Je peux vous dire que, durant mon séjour en République dominicaine, un long séjour, depuis ma tendre jeunesse, M'tal Goumen, avec Général Cantave, contre François Duvalier. J'étais le porte-parole à l'âge de 20 ans de l'armée rebelle du général Cantave. Donc c'est pour vous dire que les liens entre nos deux pays, ce sont des liens que on n'est pas, surtout entre les deux chefs de gouvernement, ou bien comment on nous a reçus en République dominicaine comme des rebelles. L'armée dominicaine nous a aidés. On a continué causemement avec l'ambassadeur Paul Asselin autour de livre d'ailleurs que il a à peine écrit, La danse des saltimbanques. Ma version française là et puis n'a venu plus devant sur version anglaise là, livre ça qui en anglais, en espagnol et en français. Qui ça qui motive à écrire livre ça, ambassadeur Asselin? On a dit son livre me prend des années et des années pour m'écrire parce que c'est toute bagaille moi vive dans l'île. Donc, ce tanti haïtien, est-ce que effectivement peut l'exister? Oui, il y a des groupes ultranationalistes en République dominicaine qui, pas qu'à dire qui parlent les haïtiens, mais qui peuvent que la population haïtienne vienne submerger. Parce que déjà, il y a près de 1 million d'Haïtiens en République dominicaine. Revenons à votre livre, ambassadeur Paul Asselin, La danse des saltimbanques. Qui sont-ils ces saltimbanques? Presque tous les chefs d'État dominicains et tous les chefs d'État haïtiens sont des saltimbanques. Parce que, du point de vue de la corruption, Haïti, dans 180e, République dominicaine, dans 160, 170. Donc, deux pays, ça a été corrompus complètement. Les leaders sont des corrompus en général. C'est crise sous crise. Mais malgré tout, avec la différence en République dominicaine,
ces corrompus sont en train de construire un pays où vous ne pouvez pas imaginer combien, au cours des 30 dernières années, la République dominicaine n'a pas avancé. On nous entré dans une partie dans le livre qui est pour moi intéressant. Dans le chapitre 15, là, on parlait de Sphinx of Tabar. C'est qui est-ce? Je parle de mon ami Jean-Bertrand Aristide, qui était mon ami. Nous avons été en République et au Canada ensemble. Quand Mitterrand voulait nous aider pour renverser Jean-Claude Duvalier, nous chita avec Jean-Bertrand pour nous organiser et groupe là qui pour entrer en Haïti et laisser ça Jean-Bertrand pour la rendre au CAI. Nous avons pour nous mettre les troupes rebelles contre Jean-Claude Duvalier au CAI. Et me parlait réaction et Jean-Bertrand. À ce moment-là, je connaissais M. Jean-Bertrand. J'étais étudiant à l'Université de Montréal, moi j'étais professeur au Canada. Et on a dit Jean-Bertrand, on va l'entrer en Haïti, on ne va pas l'attaquer Jean-Claude Duvalier, puis j'ai besoin pour aller cacher Negio dans le presbytère. Je me suis dit, je commence à danser. Je me suis dit, derrière Jean-Claude. Rivé, va frapper Jean-Claude. Je crois que c'est comme une île que le tourné, que m'a voyé tep. Et première attaque contre Jean-Claude Bano. Donc à partir de là, il est devenu président de la République. Extrêmement populaire. Et Jean-Bertrand, devenant président de la République, moi Jean-Bertrand par exemple, Brésil, entouré de presque tous les chefs d'État, côté M. Abdi Crac, moi tout chef d'État au debout, à battre bravo, et puis il n'a rien dit. Je te considère comme un petit demi-Jésus qui descend sous ciel là. Il a mal géré les affaires de l'État, comme tous les chefs de l'État. Et puis là, il tourné en Haïti ou renversé, il est retourné avec 20 000 soldats américains. Et là, 20 000 soldats américains à faire autre chose, c'est eux-mêmes qui étaient gardes du corps. Et mon ami Jean-Bertrand, donc c'est cet ami qui parle de nationalisme, on n'a pas de nationalisme. Quel nationalisme? D'après une qui est nationaliste, tous ces blancs, à l'exception de Jean-Bertrand Aristide, dans le premier mandat là. Mais l'homme chez ces blancs que j'ai-il, il vient sous le blanc comme tous les autres. Il y a un monde qui est déçu tout par l'expérience de Jean-Bertrand Aristide, qui lui-même était considéré comme l'apôtre des pauvres, le symbole de Cité Soleil, qui vient aujourd'hui à là, et sorti tête li. Donc, puis mon dans Cité Soleil, tout était dans la misère. Quand Jean-Bertrand a pris le pouvoir, même si lui et moi, on avait de petits problèmes suite à ce qui s'est passé et au sujet du presbytère de Caille, j'ai pleuré de contentement. J'étais tellement content que Jean-Bertrand Aristide devienne président de la République. J'étais avec compère Philo, Michel Soukar, nous tous les trois, dans la Cité Soleil, là où nous fait peuple à sortir dans la rue. Pour après les vivre Jean-Bertrand, malgré nos divergences. Et aujourd'hui, vous êtes déçu? Non seulement déçu, Jean-Bertrand a trompé tout le monde. Ambassadeur Paul Asselin a parlé justement de livre La danse des Saltebock, un livre qu'il écrit et là dedans justement il posait problème en rapport entre les deux pays qui est toujours tendu puisque au niveau interne, au niveau diplomatique, on sentit que il y a un ensemble de complicité entre certains rapports entre certains chefs d'État qui passaient en République dominicaine et Haïti. Paul Asselin les fait connaître que eh bien il y a toujours des tensions, mais il faut
en Haïti, il y a un effort qui est fait pour permettre que un meilleur développement dans la partie Haïti pour que les Haïtiens suspendent continuer à le faire humilier en République dominicaine. On nous parle art et culture, Art Basel, entrée au niveau de Opaloka. Il y a un exhibit qui a fait demain mercredi pour lancer Art Basel. Et nous avons causé justement dans ce sens avec Jimmy Moïse, qui est le principal responsable de Le Petit Club. C'est un show que la ville de Opaloka, avec, on connaît toute ville, il y a une agence à l'intérieur de la ville, là, que les CRA en anglais. Et Opaloka, il y a le Opaloka Development Corporation. C'est un monsieur qui est assez connu comme ça dans la ville Opaloka, qui est le docteur Willie Logan. Donc c'est un monsieur qui, chaque année, depuis tantôt 4 ans, qui organise ça. Et année ça, il fait invitation à la communauté haïtienne. Donc c'est ça qui fait que moi-même, à l'intérieur de Le Petit Club, par l'entremise de 11 amis Dr Logan, qui est le Babacar Umbo, monsieur c'est un Africain que monsieur est. Et donc c'est monsieur qui fait appel à moi-même, parce que monsieur c'est un membre de Le Petit Club depuis plus de 15 ans de ça, pratiquement un membre fondateur. Et puis moi-même, moi fait appel à Jean-Jacques Stéphane Alexis, qui est un curateur d'art. Donc c'est monsieur qui a curé l'exhibition que nous avons gagné 8 artistes haïtiens, mais qui ne peuvent pas vivre nécessairement en Haïti, qui vivent dans différents côtés. Et les regardez dans nos plats, il parle de Philippe Dodard, de France, de Thugo Bastien, de Karl Grec, et on bonne l'autre encore. Maintenant, qui ça, participation haïtienne pour allier? Exhibition, c'est une exhibition de peinture, d'art visuel et de sculpture. C'est uniquement 2 médias artistiques ça, que Opaloka Development Corporation a milité là-dedans depuis tantôt 4 ans. Mais c'est surtout pour le monde noir. C'est ça que l'idée est. L'idée, c'est développer un Art Basel parallèle à Art Basel officiel et qui est toujours fait Miami Convention Center, mais aux alentours de même date là, un paquet d'autres Art Basel qui a fait dans différents côtés. Donc on parle prend l'opportunité pour faire événement annuel ça et chaque commencement 1er décembre, quoi, du 1er décembre au 4 décembre. Mais ça, la même fois ça, il a commencé le 30 novembre qui joue d'ouverture officielle là, mais son jour en même temps tout qui a recevoir un pile éléments sous table de leaders dans la communauté, de collecteurs d'art. Donc il y a plutôt Kébéli d'une façon privée. Donc il y a pas une invitation, c'est ça. Sous forme de meet and greet, hier, networking. Qui pour annoncer le lancement, qu'a fait le lendemain, officiellement, qu'a ouvert le 1er décembre. C'est ça. Donc, l'activité ça, il a fait le 30 novembre, qu'a pour mercredi, mais Art Exhibit là, il même là pour ouvrir, l'a prêté là jusqu'au 4 décembre. Exactement. Donc, c'est Art Basel qui pourrait venir dire là, présent dans Opaloka. Exactement. Maintenant, l'on parlait avec tout gros nom ça et artistes haïtiens ça qui s'est préparé pour aller exposer l'autre bois. Bon, en fait, exhibition de peinture, ça que l'idée est un petit peu différent de une présentation de peinture ordinaire, c'est que ce sont des grandes pièces qu'a présentées sur des murs, pas un petit tableau de 20 par 24, 30 par 36, genre de bail ça. Ce sont des grandes pièces de 56 à 72, etc. Donc, pour que ça grande pièce là, c'est parce que effectivement, espace qui a alloué à la communauté haïtienne spécifiquement, sont espaces qui sont building que liés. Ouais, building ça, c'est il servi comme centre pivotant de CRA de Opaloka Development Corporation. Donc, ça a fait retirer toute bagaille office, bureau net, côté gain fenêtre, couvrir fenêtre pour ajouter des espaces de murs qui pour faire que nous avons une présentation d'à peu près de 35 pièces. Donc, il a aménagé pour spécialement pour ça. Et avec présentation ça, il y a 2 autres présentations parallèles qui a fait dans 2 locales, dans le même paramètre zone, mais dans 2 locales différents. Donc il y a 3 pavillons. Il y a un pavillon haïtien
pavillon africain en fait en bas on tente. Vous connaissez un style de gros tente arabe qui est un style marocain parce que on parle au un petit style un petit peu arabe en construction certaines maisons et côté que corporation n'a situé dôme dans son dôme que lié etc. Donc tente là on ressemblance pareil. Donc tente là lui-même il dit African tent. Donc c'est là que tous les arts de tous les pays de l'Afrique qui ont participé là-dedans parce que Airport Opaloka a servi comme courant international qui a fait qu'un pile artiste des différents pays de l'Afrique est invité. Donc c'est eux-mêmes qui sont venus comme nous-mêmes haïtiens qui sont là présents pour tant haïtiens, eux-mêmes là pour représentation africaine. Et puis, un troisième espace de présentation, c'est l'espace de présentation sous la table centrale de Opaloka Development Corporation. Parce que ça que Dr. Logan fait depuis tantôt 5 ans, et monsieur son grand collectionneur d'art, son amateur d'art, son qui remet art dans toute forme. Donc, monsieur gagne un centre côté que il fait une galerie d'art. Donc, il y a une galerie d'art là même, c'est galerie d'art d'Opaloka. Donc, c'est lui-même qui a servi comme troisième pavillon qui a accueilli lui-même artistes tout, mais l'a servi plutôt comme une maison d'études, parce que c'est là que pour aller des conférences et sous des différents thèmes qui pourraient gagner pour discuter. Donc, pour aller des panélistes tout. Et bon, j'ai l'impression que la présentation ça va faite le matin de préférence, à partir de 11h du matin jusqu'à 2h de l'après-midi. Donc là, c'est un qui pour moi très intéressant lorsqu'on peut gagner l'art haïtien mélangé avec l'art africain. Et c'est pour une véritable symbiose parce que quand même, Haïti sorti dans l'Afrique. Donc, probablement, ils ont content de retrouvailles des créateurs tant que Philippe Dodard, Hugo Bastien, Carl Gregg pour gagner pour capable exposer les valeurs vieux talents avec africains. Exactement. Alors, permettez-moi, comme vous faites c'est rôle moi ça, comme manager pavillon. Et parce que nous citons 2-3 noms là, mais nous avons cité non l'autre artiste surtout pour que le grand public là capable au courant de eux. Nous avons parlé non que curateur d'art là c'est Jean-Jacques Stéphane Alexis, mais en même temps tout monsieur son artiste peintre que lié tout. Donc monsieur a participé à l'exhibition tout sous le nom de Jean-Jacques Tout. Et puis il y a Philippe Attier qui est un artiste local ici en Floride, monsieur vraiment très poussé. Nous gagnons Claudine Exhumé, c'est une dame, c'est la seule dame qui gagne parmi nous, artistes haïtiens. Donc Claudine, son monde qui vit au Mexique, et c'est là elle est actuellement. Donc elle a sorti de Mexique, elle a fait l'entrée, a fait tout payé, tout frais payé. Et il y a Elie Lescaut qui a dit passer de présentation dans la communauté artistique haïtienne. Et son artiste qui vivent New York depuis toujours, donc monsieur tout a rentré. Et nous avons un artiste local, Fred Thomas, qui est dans le sud de la Floride, là, dans la zone Homestead là, qui a là avec nous. Donc, je ne vais pas oublier, non, dernier artiste là, que je crois que c'est Carl Craig, on parlait de Carl Craig effectivement, nous parlions de Hugo Bastien et de Philippe Dodard. Donc voilà, ce sont les 8 artistes. Ce sont panoplie de, quand même de noms qui passaient de présentation. Maintenant, le club qui a coordonné toute activité ça et qui gagne un leadership pour justement venir dans la TV, faire connaître l'existence événement ça. Et à travers un tel échange, comment on peut vendre l'art haïtien à Africains-Américains, à Africains au Cap là? Bon, pendant toute Art Basel, toujours gagne but ultime, c'est certainement pour canaliser vers une vente qui peut permettre que tout effort qui dépense, que du côté des organisateurs, que du côté surtout des artistes participants, de la création de leur œuvre d'art, de temps que vous prend pour préparer, pour venir à une exhibition pareille. Donc, certainement, toujours un balai de
bel accueil, accolade et sous tablé en trinquage, mais c'est pas tout et c'est pas suffisant tout. Donc en gros, et meilleur moyen que vous vendez en pièce d'art, c'est quitter le grand public la vie pour admirer ça artiste à gain pour le présenter, et c'est surtout sous forme de des murs qui appellent pour accrocher pièces d'art. Et moi-même, rôle c'est un rôle d'accueil envers les visiteurs. C'est-à-dire que permettre que les gens pas senti que les villes là, les gens qui poussé, qu'ils ont besoin d'acheter un bagage. Non, ce n'est pas ça l'exercice là. L'exercice là, c'est permettre que les gens, à son propre gré, l'entend parle, l'en moment parle, fait rapport avec pièce. Découvrir pièce là, découvrir œuvre là. Et maintenant, s'il besoin de plus d'informations supplémentaires, avec événement ça, lui-même, qui a un artiste qui a participé au cap là, sur place. Donc, il y a une ouverture pour que si ou en pièce et puis on va pas film comprendre on t'a mais comprendre plus là-dedans. Heureusement pour vous, artiste là qui fait œuvre ça côté mais des questionnements sur lui, là pour le capable de répondre. Donc il y a tout un petit mécanisme qui est toujours là sur place qui permettent que visiteur qui est capable potentiellement client parce que c'est ça que tout le monde toujours espéré et parce que là tout gagne un apprentissage de qui gens ou sorti de simplement un visiteur ordinaire et pour capable devenir un collectionneur d'art. C'est ça. Voilà, nous devons faire audition spéciale avec des diplomates qui eux-mêmes ont expérience par eux, vivent de près la réalité entre Haïti et la République dominicaine. Le livre La danse des saltimbanques, produit par Paul Arcelin, les invités nous comprendre relations cachées entre les dirigeants des deux pays qui sont corrompus, mais qui entourent ensemble, il y a une sorte de brassage entre la population haïtienne et la population dominicaine. Ils pensaient que c'est parti haïtien qui pour faire le grand pas, si dominicain pendant ces 30 dernières années, il y a encore son pays, il faut tout qui fait de mon côté haïtien pour bailler le temps. C'était l'autre édition de LNTV en hier. Bonsoir, à bientôt.